Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de vous accueillir au musée de Grenoble qui va rouvrir ses portes à partir du 27 mai. Et vous allez enfin pouvoir découvrir une exposition que je vous montre en exclusivité, Grenoble et ses artistes au XIXe siècle, que nous avions préparée pour la mi-mars, et qui a dû fermer avant même d'être ouverte. Donc elle est toute neuve et elle fait un point sur les artistes dauphinois au XIXe siècle. C'est une véritable histoire et c'est une collection au musée de Grenoble qui compte plus de 400 œuvres et qui retrace véritablement le parcours de tous ces artistes durant ce siècle. Alors cette histoire, elle commence avec la création du musée de Grenoble en 1798 par Louis-Joseph Gay, qui va être le premier conservateur du musée jusqu'en 1815. Et puis vous avez trois autres conservateurs qui vont se succéder ensuite. Donc on peut donner leur nom, hein, Benjamin Rolland ici, ensuite Alexandre Debelle et enfin Jules Bernard, donc, qui va clore le XIXe siècle et ouvrir déjà un petit peu le musée sur le XXe. Alors, cette exposition, elle retrace finalement cette histoire. Elle renvoie aussi à certains grands monuments de la ville qui vont marquer finalement ce XIXe siècle, comme le musée de la place de Verdun, hein, qui sera ouvert en 1870 et qui va abriter ses collections jusqu'à la création du musée dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, dans la deuxième salle de l'exposition, vous aviez un rassemblement d'œuvres de ces artistes dauphinois du XIXe siècle, donc une très grande diversité de styles, mais aussi effectivement d'époque entre le début, la première moitié du XIXe siècle et la seconde, et donc des artistes qui parfois n'ont passé que quelques brèves années chez nous, mais qui sont nés à Grenoble, comme Fantin-Latour par exemple, hein, qu'on a célébré il y a peu au musée, ou encore Bellay du Poisat, hein, qui est né en Nord-Isère, qui ensuite a fait une carrière plutôt parisienne, mais qui est toujours resté très fidèle à sa région natale. On passe ensuite à la question qui est une question cruciale dans le développement artistique de Grenoble au XIXe siècle, c'est la question de la formation de ces artistes. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de génération spontanée. Ces artistes, il faut d'une part qu'ils aient une formation, hein, pour pouvoir progresser, hein, pour pouvoir s'affirmer. Et c'est ce que vont réaliser un certain nombre d'institutions qui vont être créées au fil du XIXe siècle. Alors j'ai parlé du musée, mais il y a aussi l'école municipale de dessin, il va y avoir l'école de sculpture architecturale, dont vous avez ici une reproduction et vous reconnaissez le bâtiment, c'est l'actuelle école des beaux-arts de Grenoble. Donc vous voyez, il y a une sorte de pérennité, je dirais, dans un certain nombre de lieux. Et cette école, plus particulièrement, va former les sculpteurs. C'est vrai que lorsqu'on parle d'école dauphinoise, on pense souvent qu'à la peinture, alors que la sculpture était extrêmement importante aussi. Et par exemple, on a ici un magnifique exemple de sculpture faite par un artiste dauphinois, Henri Dun, avec ce plâtre qui représente donc le Christ. C'est un Ecce Homo, et c'est une œuvre qui n'a plus été montrée au musée depuis presque un siècle. Elle a été restaurée pour l'occasion et elle s'est avérée être un véritable chef-d'œuvre. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est une œuvre qui a choqué parce qu'elle était jugée trop réaliste et pas assez idéalisée, compte tenu qu'elle représentait effectivement le Christ. Alors, après cette formation, je dirais, locale, pour les meilleurs éléments, pour les jeunes qui sont les plus prometteurs, eh bien, leurs professeurs se débrouillaient pour les pousser à aller à Paris. Parce qu'évidemment, quand on est en France, aujourd'hui comme hier, eh bien, il faut aller dans la capitale. C'est quand même un petit peu le foyer essentiel pour la formation des arts et pour essayer de gagner une forme de reconnaissance et de célébrité. Donc, ces artistes, eh bien, ils partaient à Paris et ils allaient essayer de trouver une place, notamment dans les ateliers d'artistes, mais aussi à l'école des Beaux-Arts de Paris, bien sûr, qui était extrêmement prestigieuse. Et on a ici, par exemple, un tableau de Tancrède Bastet qui représente l'atelier de Cabanel. Alors, Cabanel c'est un peintre d'origine montpelliéraine et qui était très célèbre à l'époque. Et beaucoup d'artistes,
plus ou moins célèbres ensuite par la se sont formés chez Cabanel. Et là, on présume Tancrède Bastet qui s'est représenté au premier plan dans cette école où on voit effectivement un certain nombre de jeunes étudiants qui sont en train de travailler sur le modèle vivant. Les thématiques, c'était effectivement le modèle vivant ou les copies au Louvre ou les copies d'antiques, de moulage d'antiques, comme on pouvait en trouver un certain nombre dans les écoles des beaux-arts. Pour ceux qui étaient vraiment les plus doués, il y avait après l'étape du concours du prix de Rome, c'est-à-dire tenter d'aller terminer sa formation en Italie, à la Villa Médicis à Rome. Et c'est ce que retrace la salle suivante, avec notamment une figure de proue qui est Ernest Hébert. Ernest Hébert, on le connaît bien parce qu'il a son musée à La Tronche, et on a ici un très bel autoportrait de lui. Et puis ce qui est très intéressant aussi, on a ce qui lui a permis de partir à Rome, c'est-à-dire son prix de Rome, puisqu'il l'a obtenu avec ce tableau de 1839. Donc vous voyez, avec un style assez académique, mais en même temps suffisamment maîtrisé pour que le jury décide d'envoyer à Rome le jeune Ernest Hébert pour qu'il puisse se former, notamment en copiant, puisque la copie était vraiment, je dirais, le nerf même de la formation, eh bien, les grandes réalisations des maîtres italiens. On a ici, par exemple, une copie de Raphaël, faite par Eugène Faure. Donc, Raphaël, Michel-Ange, c'était effectivement des incontournables lorsqu'on était à Rome. Et puis, une fois je dirais, cette formation romaine passée, eh bien, beaucoup rentraient au pays. Et une fois de retour à Grenoble et dans les environs, eh bien, il y avait des communautés d'artistes qui se créaient, parce que la vie n'était pas toujours facile. Et donc, il y avait véritablement une sorte de solidarité. Et puis aussi, c'était des artistes qui aimaient bien en même temps se réunir pour rigoler, pour manger ensemble, boire des coups, comme on le dit aujourd'hui. Et donc c'est un petit peu ce qui est évoqué ici à travers cette galerie de portraits tout à fait superbe, qu'on a essayé de présenter un peu comme on le faisait au XIXe siècle, en mélangeant peinture et sculpture, vous voyez, dans un ordre un petit peu laissé très libre. Et où, en fait, ces artistes se représentaient. Donc, on a des peintres qui représentent des sculpteurs qui représentent des peintres. Par exemple, ici, Henri Dun, toujours, qui représente Achard, Achard qui va être vraiment une des grandes figures du paysage grenoblois, mais aussi, plus près de nous, un Flandrin, par exemple, qui se représente et qui va effectivement aussi faire le portrait de sa muse, avec ce beau portrait de Jacqueline Marval.